Les bébés sont la partie la plus adorable de l'humanité. Nous les aimons tous, n'est-ce pas? Des bébés mignons, inoffensifs, câlins et sans défense. Il faudrait être un monstre sans cœur pour leur faire du mal. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un monstre historique. Nous allons nous pencher sur le cas de l'éleveuse de bébés Amelia Dyer, qui est populairement, ou plutôt impopulairement, connue sous le nom l'ogresse de Reading. Amelia aurait assassiné des centaines de bébés. Mais comment et surtout pourquoi? Continuez à regarder pour le savoir. Née en 1837 du cordonnier Samuel Obley et de sa femme Sarah, Amelia a grandi dans l'abondance. Amelia était la plus jeune des 5 enfants. Elle est née et a grandi à Pile Marsh, à l'est de Bristol, en Angleterre. Issue d'une famille respectable, Emilia a eu le privilège d'apprendre à lire et à écrire et s'est rapidement passionnée pour la littérature. Son avenir s'annonçait beaucoup plus prometteur que celui d'une jeune fille de son village. Comment le chemin d'Amelia vers le destin a-t-il pu prendre une tournure négative? La petite Amelia a vécu des expériences dévastatrices qui ont pu, d'une manière ou d'une autre, contribuer à faire d'elle la femme qu'elle est devenue. Après avoir perdu sa sœur aînée Sarah Ann en 1841, alors qu'elle n'avait que 6 ans, Amelia est devenue la principale pourvoyeuse de soins de sa mère. Cette dernière souffre d'une maladie mentale causée par le typhus en 1845. 4 ans plus tard, Amelia a également perdu une sœur plus jeune, âgée de quelques mois, qui s'appelait elle aussi Sarah Ann. N'ayant pas d'autre choix, Amelia a passé la majeure partie de son enfance à s'occuper de sa mère malade, à assister à ses violentes crises et à son état misérable, jusqu'à ce que la femme finisse par mourir en 1848, alors qu'Amelia était âgée d'environ 11 ans. Après la mort de sa mère, Amelia a vécu quelque temps avec l'une de ses tantes à Bristol, après quoi elle a commencé à travailler comme apprentie chez un fabricant de corsets. Le père d'Amelia, Samuel, est décédé en 1859, laissant son frère aîné s'occuper de l'entreprise familiale. Amelia et ses frères, n'ayant plus grand-chose à se mettre sous la dent, elle s'installe dans un logement de Trinity Street à Bristol. C'est là qu'elle a rencontré George Thomas, avec qui elle s'est mariée plus tard. Après avoir été la principale personne à s'occuper de sa famille pendant son enfance, Amelia a commencé à suivre une formation d'infirmière pendant quelques années après avoir épousé George. Cette formation l'a mise en contact avec un réseau de personnes qui lui ont fait découvrir des moyens plus faciles de gagner de l'argent. En particulier l'élevage de bébés, une pratique populaire parmi les autres infirmières de l'époque. Cependant, Amelia n'en voyait pas l'utilité à l'époque, car elle avait une carrière très réussie et était heureuse en ménage. Quelques années après leur mariage, le couple Thomas accueille une petite fille, Helen Thomas. Amelia cesse alors d'exercer son métier d'infirmière pour se consacrer à ses soins et à ceux du bébé. En 1869, George décède, laissant Amelia et leur fille face à la cruelle réalité de la vie. Devenue veuve avec une petite fille à charge, Amelia cherche désespérément une source de revenus qui lui rapporterait rapidement d'énormes sommes d'argent. Heureusement pour elle, la société et l'époque dans laquelle elle vivait lui ont apporté ce dont elle avait besoin. L'époque victorienne est célèbre pour l'intense stigmatisation des femmes mères d'enfants illégitimes. Cette stigmatisation était aggravée par le fait que la loi libérait les hommes des responsabilités financières liées à l'éducation de ces enfants. Les mères se retrouvaient donc sans revenus pour s'occuper de leurs enfants, car il était également difficile de trouver un emploi en tant que mère d'un enfant illégitime. Pour échapper à la honte et aux difficultés liées à la naissance et à l'éducation d'un enfant illégitime, les mères payaient des infirmières et des femmes issues de familles respectables pour qu'elles accueillent et s'occupent de leurs enfants. Cela se faisait soit de manière permanente, soit jusqu'à ce que les mères soient suffisamment établies pour reprendre leur bébé. Les nourrices accueillaient ces enfants moyennant une rémunération allant de 5 livres, si la cliente était une jeune femme désespérée essayant d'éviter la honte, à 80 livres, si l'enfant était né de personnes respectables qui voulaient garder le secret sur leur liaison. Cependant, par un sombre retournement de situation, ces bébés fermiers ne s'occupèrent généralement pas des enfants qu'ils supervisaient, car ils étaient plus intéressés par l'argent qu'ils gagnaient. Désireuse de gagner de l'argent, Amelia a sauté dans le train de l'élevage de bébés et a commencé à passer des annonces dans les journaux, choisissant même d'accueillir et de s'occuper de femmes enceintes contre un paiement unique. Ces annonces
indiquait toutefois qu'elle était mariée et que son mariage respectable offrirait un foyer sûr et aimant aux enfants. Cette erreur ne semble pas avoir été détectée par les clients d'Amelia, qui étaient simplement désireux de se débarrasser des enfants, et les affaires d'Amelia ont commencé à prendre de l'ampleur. À un moment donné, cependant, ces affirmations auraient pu être valables, car en 1872, Amelia s'est mariée avec William Dyer, un ouvrier de brasserie originaire de Bristol. Le couple a eu 2 enfants, Marianne et William Samuel. Bien qu'il ne s'agisse que de spéculations, de nombreuses personnes pensent que le mariage d'Amelia avec Dyer et même la naissance ultérieure de leurs 2 enfants n'était qu'un stratagème pour accroître sa crédibilité dans le secteur de l'élevage de bébés. Pour alimenter ces rumeurs, Amelia a fini par quitter son mari pour les raisons qu'elle connaît le mieux. À cette époque, il était courant pour les éleveurs de bébés d'affamer les enfants dont ils avaient été la charge jusqu'à ce qu'ils meurent. Les plus brutaux faisaient ingérer aux enfants des drogues telles que l'ami de la mère, qui contenait de l'opium. Bien que de nombreuses autres drogues aient également été utilisées, ces substances étaient généralement administrées pour endormir et calmer les bébés affamés, bruyants et agités. Cette pratique permettait aux soignants d'empocher l'argent qui restait après la mort de l'enfant. À un moment donné de sa carrière d'éleveuse de bébés, Amelia a décidé qu'il n'était pas raisonnable d'attendre aussi longtemps que les bébés meurent de faim et de négligence. Elle a donc décidé d'aller plus loin en assassinant les bébés dans les semaines et, dans certains cas, les jours qui suivaient leur arrivée. Elle les déclarait ensuite morts auprès d'un médecin. Cette méthode lui permettait d'empocher la quasi-totalité de l'argent qu'elle recevait pour accueillir les bébés. Amelia a poursuivi sa méthode sans être dérangée jusqu'en 1879, lorsqu'un médecin a commencé à avoir des doutes sur le nombre de bébés dont elle s'occupait et qui étaient déclarés morts. De manière surprenante, Amelia a été libérée après avoir purgé seulement 6 mois de travaux forcés pour négligence. Elle reprend son activité d'élevage de bébés avec une nouvelle perspective. Ayant tiré les leçons de ses actes 6 mois plus tôt, elle a compris que le fait d'enregistrer la mort de bébés auprès des autorités lui attirerait encore plus d'ennuis. Elle a donc commencé à contourner ce processus en se débarrassant elle-même des corps des bébés. Elle enveloppait le bébé dans du lin et du papier, attachait une brique au petit et jetait le corps enveloppé dans une rivière. Avec le temps, elle a commencé à assassiner les bébés presque immédiatement lorsqu'elle rentrait chez elle après les avoir recueillis. Elle attachait un morceau de ruban adhésif blanc autour du cou de l'enfant et le regardait mourir lentement. Cette nouvelle habitude permet à Amelia d'éviter les ennuis avec les autorités. Pour être tout à fait sûre, dès qu'Amelia soupçonnait qu'elle allait avoir des ennuis, elle simulait une maladie mentale ou craquait et était admise dans des asiles pour cause d'instabilité mentale et de tendances suicidaires. En peu de temps, elle devint une habituée de ces institutions, disparaissant de ses tâches d'éleveuse de bébés dès qu'elle sentait que des ennuis l'attendaient. Si vous vous demandez comment Amelia a réussi à tromper les médecins psychiatres et à déjouer le système, c'est grâce à son expérience antérieure en tant qu'infirmière d'asile. Parce qu'elle connaissait le fonctionnement de ces institutions, Amelia savait ce qu'il fallait faire pour obtenir sa sortie une fois qu'elle était prête à partir. En poursuivant son entreprise maléfique, Amelia s'est vite rendu compte que les autorités n'étaient pas les seuls obstacles qu'elle rencontrait. Dans certains cas, les mères exigent d'être réunies avec leurs enfants, ce qui n'est pas sans poser de problèmes à Amelia. Elle a donc élaboré un plan. Si la mère d'un des bébés qu'elle a assassiné souhaite retrouver son enfant, Amelia lui donne un autre enfant. Cette pratique n'est cependant pas sans faille, car elle lui vaut des ennuis en 1890, lorsque la femme en question est une gouvernante issue d'une famille respectée. Lorsque la gouvernante est venue rendre visite à son enfant, elle s'est méfiée et a cherché une tache de naissance sur la hanche du bébé pour s'assurer qu'il s'agissait bien du sien. La tache de naissance étant introuvable, la police est à nouveau aux trousses d'Amelia, ce qui la pousse à faire une nouvelle dépression mentale ou à la simuler pour éviter que la situation ne se répète. S'attirant ainsi des ennuis ou risquant de perdre des affaires à cause des soupçons et des rumeurs, Amelia commence à changer régulièrement de ville et prend alors de nombreux pseudonymes. En janvier 1869, Evelina Marmont, âgée de 25 ans, donne naissance à une petite fille et rejoint les ligues de mères d'enfants illégitimes dans l'intention de reprendre le travail et de récupérer sa fille.
Evelina passe une annonce à la recherche d'une femme respectable pour s'occuper de Doris à sa place. Par coïncidence, son annonce apparaît juste à côté de celle d'Amelia, devenue Madame Harding dans le journal, et les deux femmes commencent à communiquer. Au lieu d'une somme forfaitaire, Evelina voulait payer une somme hebdomadaire pour les soins de sa fille, mais Amelia a insisté pour recevoir une somme forfaitaire, comme elle en avait l'habitude. Désespérée et sans autre choix, Evelina a accepté et a payé une somme unique de 10 livres, ainsi qu'une boîte de vêtements pour Doris. Prenant note de l'inquiétude d'Evelina, Madame Harding lui a dit qu'elle pouvait venir voir sa fille à tout moment. Cependant, elle a donné à Evelina des informations erronées sur l'endroit où elle se rendait avec le bébé. Après avoir reçu le bébé et être retournée chez elle, Madame Harding a envoyé une lettre à Evelina pour lui dire qu'ils étaient arrivés à bon port et que tout allait bien. Mais Evelina n'a jamais reçu de réponse. Une fois installée dans sa maison, Amelia a assassiné Doris avec son ruban adhésif blanc. Et c'est ainsi qu'a pris fin la courte et frêle vie de la pauvre petite Doris. Ce n'est que bien plus tard, lors de l'enquête sur Amelia, qu'Evelina a pu identifier certains vêtements de son bébé dans l'appartement d'Amelia, ainsi que les restes de Doris. Le 30 mars 1896, un marinier repêche dans la Tamise, à Reading, un colis auquel est attachée une brique. En ouvrant le colis, il découvre le corps d'une petite fille étranglée avec du ruban adhésif blanc autour du cou. L'un des policiers a repéré une adresse sur le coin d'un des morceaux de papier utilisés pour envelopper le corps. L'adresse mène à une certaine Madame Thomas. Madame Thomas était un autre pseudonyme d'Amelia, et le bébé découvert s'appelait Helena. Horrifiés par la nature du crime, les autorités entrent en action et la rivière est fouillée. À la consternation générale, d'autres corps de nourrissons ont été découverts, également avec le ruban blanc autour du cou. Comme Emilia ne savait pas que ses activités étaient découvertes et qu'elle faisait l'objet d'une enquête, la police a décidé de laisser les choses en l'état. Ils ont fait un effort supplémentaire pour être prudents dans leur enquête afin qu'elle ne devienne pas suspecte et ne s'enfuit pas, d'autant plus qu'ils avaient besoin de plus de preuves pour la relier au meurtre. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les autorités ont surveillé Amelia de près et ont réussi à organiser un faux rendez-vous avec un client potentiel pour discuter de ses services. Le 4 avril 1896, Amelia Dyer, alors âgée de 59 ans et ne se doutant de rien, se présente pour recevoir un client et est accueillie par 2 officiers de police qui l'arrêtent. En fouillant son appartement, ils ont trouvé des vêtements de bébé, des lettres négociant des adoptions et des annonces d'adoption dans les journaux. La maison sentait également la décomposition, bien qu'aucun corps n'ait été retrouvé. Pour couronner le tout, les policiers ont trouvé le ruban adhésif blanc utilisé pour attacher le cou des bébés. 11 jours seulement après qu'Evelina Marmon a remis sa fille à Dyer, elle a identifié les restes de Doris. La mère endeuillée avait été convoquée pour être interrogée après que son nom ait été trouvé dans les documents conservés par Emilia. Le 22 mai 1896, à Old Bailey, Amelia plaide coupable du meurtre de Doris Marmon, sa seule défense étant l'aliénation mentale. Comme prévu, les allégations de folie d'Amelia ont été rejetées à la suite des témoignages de sa famille et d'autres témoins à charge, ainsi que de l'argument de l'accusation selon lequel toutes ces crises mentales coïncidaient avec des moments où elle risquait d'avoir des ennuis à cause de ses actes. Il n'a fallu que quelques minutes au jury pour déclarer Amelia coupable, et elle a été condamnée à mort par exécution. Dans les semaines qui ont précédé son exécution, Amelia a rempli 5 cahiers d'exercice avec ceux qu'elle prétendait être sa dernière et véritable confession. Elle a ensuite donné ces cahiers à l'aumônier qui est venu lui rendre visite la nuit précédant son exécution. Lorsqu'il lui a demandé si elle avait quelque chose à avouer, à la suite de soupçons, la fille et le gendre d'Amelia ont également été accusés de complicité dans ces meurtres. Elle plaide cependant en leur faveur, affirmant qu'ils sont innocents et n'ont rien à voir avec ces activités. Le mercredi 10 juin 1896, Amelia est pendue à la prison de Newgate à Londres. Ses derniers mots furent « Je n'ai rien à dire », juste avant d'être lâchée par James Billington à 9 heures précises. Au moment de sa mort, Amelia avait environ 59 ans, ce qui fait d'elle la femme la plus âgée à avoir été pendue en Grande-Bretagne entre 1844 et 1855. Avant et même après sa mort,
Dyer a reçu de nombreux titres pour ses actes horribles, dont l'ogresse de Reading, l'éleveuse de bébés de Reading, et bien d'autres encore, en plus de ses nombreux pseudonymes dans le cadre de son activité. À ce jour, on ne sait pas combien de bébés sont morts ou ont été assassinés à son époque, mais on estime généralement qu'il s'agit de 300 à 400 bébés, en supposant qu'elle a tué 10 bébés par an pendant les 30 années où elle a travaillé comme éleveuse de bébés. Toutefois, cette estimation pourrait être inférieure au nombre réel, car certains témoins ont déclaré qu'Amelia recevait parfois jusqu'à 6 bébés en une journée. Le caractère épouvantable des actes d'Amelia a fait de son cas un tournant dans l'histoire de la législation britannique. Suite à la conclusion de l'affaire Dyer, des lois et des procédures d'adoption plus strictes ont été mises en œuvre en Angleterre. Merci d'avoir resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.